je vais peut-être vous laisser la parole, si vous le souhaitez, peut-être pour nous présenter un petit peu ce qui vous semble important. Je vais d'abord vous dire effectivement que j'ai grand plaisir à être auditionné par vous et que je vous en remercie, parce qu'au fond, je représente le territoire. Ma première consultation souffrance et travail date de 96, elle est loin. Je dirige le réseau de consultation souffrance et travail et grâce au certificat de psychopathologie, nous en avons 130 maintenant sur tout le territoire qui sont en ligne sur le site Souffrance et Travail, que je dirige également, puisque ni le ministère de la Santé, ni le ministère du Travail n'ont voulu les mettre en ligne. Et ça, c'est un premier point important. Je pense qu'il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis et qu'il faut absolument donner accès aux salariés français le plus en amont possible, en prévention primaire, à la possibilité d'aller voir des cliniciens spécialisés. J'ai donc effectivement beaucoup de choses à vous dire sur la question de l'épuisement professionnel. Je pense qu'on a dû largement évoquer avec vous l'histoire de la naissance du concept de burn-out, et donc je ne vais pas vous infliger cette ritournelle. Je vais vous donner la position des cliniciens de terrain. Je suis assez catastrophée de voir que, un petit peu comme après la sortie du livre de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement moral, toutes les plaintes des salariés s'engouffrent dans la question du burn-out, comme elles s'engouffraient à l'époque sous l'intitulé « Je suis harcelé, page 27, c'est mon histoire ». Voilà. Ce qui fait que ce concept de burn-out, qui est en fait bien évidemment un syndrome d'adaptation et rien d'autre, qui est protéiforme et dont la symptomatologie change au fur et à mesure que les organisations du travail se modifient, eh bien ce concept de burn-out est en train de devenir un concept poubelle qui non seulement s'autodétruit, mais efface les autres pathologies. Quand on sait qu'en fait, il faut différencier le burn-out pour lui laisser, j'ai envie de dire, sa pureté, même s'il n'est pas si pur que ça, il faut le laisser aux soignants, avec le triptyque classique sur lequel on a dû vous donner des détails et sur lequel je ne reviendrai pas. Je pense qu'il faut plutôt revenir à ce que Claude Weil appelait le surmenage, l'épuisement. Nous avons un mot français parfait pour décrire ce qui se passe actuellement chez les salariés. Et non seulement nous avons un mot parfait, mais nous avons même ce qu'on appelle des bilans neuropsychologiques qui sont faits par des neuropsychologues dans des centres spécialisés. Dans tous les grands CHU, il y a des neuropsychologues capables de faire des bilans neuropsychologiques pour surmenage, qui sont donc à prescrire par le médecin généraliste ou par le médecin du travail, qui peut, vous le savez, prescrire des examens complémentaires. Ces bilans neuropsychologiques sont extraordinairement prédictifs et permettent de voir l'atteinte du système cognitif, des différentes mémoires, de la concentration, de la logique, et représentent donc une objectivation médicale et scientifique du surmenage véritable. Voilà. Ce qui est important dans l'optique où cela pourrait permettre la prise en charge par l'entreprise, la reconnaissance en maladie professionnelle, si tant est que ce soit la meilleure solution pour les salariés. Donc le burn-out, j'ai envie de vous dire que oui, il y a beaucoup de salariés qui font des burn-out, mais que le surmenage actuel, celui que nous rencontrons depuis 4 ou 5 ans, c'est un surmenage à un niveau purement physiologique. Autant le burn-out avait un contenu psychique avec cette déception tragique de celui qui s'était très investi dans une cause, pathologie des psychiatres idéalistes des années 70 aux États-Unis, ou bien pathologie des cadres des années 2000, très fortement investis dans leur carrière. C'est plus ça du tout qu'on rencontre sur le terrain. Entre autres pathologies de surcharge, on rencontre des gens qui sont grillés à un niveau purement neurophysiologique. Ils n'en peuvent plus. Ils ne sont plus que dans des effets somatiques. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que la voie d'entrée dans le syndrome même peut être effectivement l'effondrement du lundi matin où vous n'arriviez plus à poser le pied par terre, tellement votre organisme dit non,
même si votre psychisme terrorisé par la peur de perdre votre travail vous dit qu'il faut aller travailler. Mais tragiquement, sur le terrain, nous avons en ce moment beaucoup plus d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux et de tentatives de suicide. Il y a eu, il y a peu de temps, une publication montrant l'augmentation des infarctus chez les femmes. Et je voudrais bien qu'on pointe autour de cette affaire le fait que certes les femmes fument et boivent comme les hommes maintenant, mais je voudrais qu'on rappelle qu'en France, l'organisation du travail est encore au masculin neutre et que nous restons le seul pays où les réunions se font à pas d'heure le soir, où les rapports sont encore à rendre très tard dans la journée. Et donc, nos Françaises ont une double journée mise en totale invisibilité. J'écoutais l'autre jour un cardiologue à la radio parler de cette publication sur l'augmentation des infarctus. Pas un instant, monsieur le cardiologue, qui doit avoir une madame cardiologue à la maison, qui lui épargne la prise en charge des travaux domestiques et de la gestion de la famille, n'a imaginé que pour beaucoup de femmes en France, il y avait 2 journées de travail. Alors, c'est pas ce que dit Marie Peset, hein. Il y a des articles de l'American Journal of Heart Society et de Science sur l'augmentation de 45% des infarctus chez les femmes cadres. Voilà. Donc, inutile de vous dire qu'autour de la question du surmenage, de pousser l'organisme et le psychisme au-delà de ce qu'il peut convoquer comme énergie, il y a beaucoup de publications scientifiques. Il y a beaucoup de chiffres, les chiffres de l'enquête Sumer. La dernière enquête de 2010 montre bien l'aggravation par rapport aux 2 précédentes. Le problème autour de cette affaire, c'est que maintenant que nous sommes lancés sur la question du burn-out, comment allons-nous rattraper cette affaire un peu finement? Comment allons-nous faire pour mettre en place une véritable étude de l'éthiopathogénie des syndromes auxquels nous avons affaire? Avec quels outils? Avec quelles analyses de la situation? Du côté de la psychiatrie, vous savez qu'on ira toujours chercher, bien sûr, un syndrome d'adaptation à une situation, mais aussi la fragilité psychique personnelle. Et vous le savez, du côté du travail, c'est très simple d'aller du côté de l'intrapsychique. Nous pouvons toujours aller chercher l'envie de nous dépasser, ancrée dans l'enfance et la difficulté de s'accomplir. On peut toujours aller chercher du côté de l'Oedipe et de l'envie de dépasser son père. On peut toujours aller du côté de la rivalité avec le frère. De l'intrapsychique, on en trouvera toujours. Par contre, nous n'avons pas en France suffisamment de cliniciens capables de véritablement faire l'analyse de l'organisation du travail des salariés qui viennent consulter, qui sont capables de repérer dans l'organisation du travail les aspects pathogènes. Je ne dis même plus maltraitants, mais tout simplement pathogènes. Nous savons que les nouvelles organisations du travail ont des caractéristiques précises. Je vous les ai notées dans le document que je vais vous laisser. Nous avons mis en place un entretien spécifique avec ces salariés qui ne vise pas d'ailleurs que de mettre à jour la question du surmenage ou de l'épuisement ou du burn-out, mais d'autres pathologies, et qui permet par une double chronologie de faire la chronologie de la modification des conditions de travail depuis le début de la vie professionnelle du salarié, et en parallèle la chronologie de la dégradation de son état de santé. Et ce croisement de ces 2 chronologies permet très très souvent de repérer que ça commence à aller moins bien, à la réduction d'effectifs, à la mise en place d'un nouveau logiciel pour lequel on n'a pas eu de formation, ou la mise en place du benchmarking entre les salariés, ou bien à la mise en place de l'entretien annuel d'évaluation ou d'un 360 degrés. Bref, on sait très bien quels sont, dans les nouvelles organisations du travail, les points sur lesquels il faudrait remettre de l'oxygène et des marges de manœuvre. On sait très bien aussi que ces nouvelles organisations du travail, malheureusement, sont génératrices d'isolement, de solitude. J'écoutais l'autre jour un salarié de Pôle emploi me dire qu'il dit bonjour à ses collègues sur le trottoir le matin en arrivant et le soir en repartant, parce que comme ils ont des pauses alternées, ils ne se croisent même plus devant la cafetière de la salle de repos.
Ça peut paraître collatéral, cette affaire-là, mais vous savez bien que la construction d'un collectif de travail, c'est un appui formidable pour tenir au travail, et que c'est un des outils thérapeutiques absolument majeurs que d'avoir des collègues sur qui s'appuyer. De la même manière, c'est un outil thérapeutique majeur que d'avoir un manager qui connaisse le travail, qui ne soit pas qu'un manager transversal d'objectifs à atteindre. Donc en fait, ce qui crée les conditions actuelles de ces salariés qui sont le dos au mur, on les connaît extrêmement bien. Il est tout à fait dommageable dans ce pays qu'on ne fasse toujours pas de prévention primaire et que, vous voyez, on s'inquiète de l'état de nos salariés quand on commence à évoquer plusieurs millions de gens atteints. Ce qui m'ennuie beaucoup dans cette affaire, c'est qu'on soit également acharné à vouloir le reconnaître en maladie professionnelle. Je pense qu'on met là la charrue avant les bœufs. Qui va faire le diagnostic? De quelle maladie? Puisque vous avez compris que les cliniciens du travail classifiaient les pathologies liées au travail en deux familles, les pathologies de surcharge et les pathologies de la solitude. Du côté des pathologies de surcharge, vous allez avoir la surcharge du fonctionnement psychique. Et donc au début des troubles cognitifs, bien avant le surmenage. Vous allez avoir aussi de ce côté-là, bien évidemment, les effondrements anxio-dépressifs. Mais vous avez essentiellement en ce moment ce qu'on appelle les états de stress aigu, c'est-à-dire les pétages de plomb. Au point d'ailleurs que les médecins conseils de la sécurité sociale ont rédigé une lettre réseau interne demandant à ce que ces crise de nerfs de la secrétaire qui a eu un entretien d'évaluation un peu traumatique et qui craque à la sortie, de ce manager qui n'en peut plus et qui éclate en sanglots devant ses équipes, devant l'infirmière épuisée qui balance son chariot de pansement, pétage de plomb. Les médecins conseils ont demandé à ce qu'il soit classé en accident du travail sous l'intitulé ESA, état de stress aigu. Voilà. Vous le savez, quand un incident au travail est classé en accident du travail, le CHSCT est supposé faire un arbre des causes. Et voilà comment on peut, si on arrive à conseiller aux chefs d'entreprise d'accepter ces classements en accident du travail, à faire de tous ces cas particuliers, individuels, des cas qui peuvent remonter vers l'organisation du travail et du coup être analysés par les acteurs internes de l'entreprise. En rappelant qu'on peut être déclaré en AT sans être arrêté, parce que la plupart des cadres, des managers ne veulent pas s'arrêter, ne veulent pas lâcher leurs équipes et ne veulent pas déroger à leur mission. Les convaincre d'ouvrir un dossier d'accident du travail sans s'arrêter, c'est important, parce qu'à la fin de l'année, le médecin du travail peut aussi faire le bilan du nombre d'états de stress aigu et dire « Attendez, là, ça fait trop de gens qui craquent ». Ça veut dire que l'organisation du travail est tellement sous tension que même des gens cortiqués, costauds, solides en sont rendus à être le dos au mur et à faire des crises de nerfs. Ces pathologies de surcharge, vous le voyez, elles se déclinent du côté du psychisme et aussi du côté du comportement. Je ne vais pas vous rappeler la chemise arrachée du DRH d'Air France, mais tous les jours dans les entreprises, il y a des engueulades entre salariés, même des coups, entre infirmières par exemple, qui sont des femmes extraordinairement bien formées et qui ont du sang-froid d'habitude. Il y a des sabotages de l'outil informatique interne, il y a des séquestrations de cadres. Donc on voit bien comment la violence, pour nous, fait partie des pathologies de surcharge. Et puis il y a la surcharge du corps, en rappelant que lorsque vous faites travailler un salarié sous tension toute la journée, sans moment de repos, de répit, ces sécrétions de cortisol ne reviennent jamais à la normale, à aucun moment. Ce cortisol circule dans le sang, se niche dans les articulations, va générer des TMS chez des gens qui n'ont pas de travaux manuels, va générer, quand il et sur le pancréas, des diabètes insulinodépendants en augmentation. Et Science a publié là aussi sur l'augmentation des diabètes chez les femmes. Sur le cœur, va générer ces infarctus. Sur le cerveau, des dépressions quasiment inflammatoires, avec un cerveau organe, là je ne parle même pas du psychisme, qui s'abîme, qui s'use. Donc,
Ce serait important de faire comprendre aux chefs d'entreprise que les pauses sont des temps de répit pour l'organisme et permettent à des salariés de mieux travailler ensuite. Que par ailleurs, tout le travail mental d'un salarié ne se voit pas. Il est radiotransparent et il ne s'inscrit pas sur le visage. Et que quand un salarié est assis à se reposer, à ne rien faire, son fonctionnement intellectuel travaille aux grandes fonctions mentales, rangement des tâches à faire, et que tout ça se fait de manière réflexe et inconsciente, et que même s'il a l'air de ne rien faire en apparence, il opère, encore une fois, des opérations mentales centrales pour l'exécution du travail. À côté de ces pathologies de surcharge, il y a celles qui sont en lien avec la solitude. Et là, je pense essentiellement au stress post-traumatique dans les situations de harcèlement, au suicide, bien sûr, et puis à certaines bouffées délirantes quand le travail qu'on vous fait faire est certes tout à fait certifié, mais tellement loin de la qualité du travail que vous voudriez faire qu'il y a de quoi en devenir fou. Donc vous voyez, la clinique du travail est une clinique extraordinairement riche, nous la connaissons bien. Nous savons faire le lien avec le travail quand il existe. Je suis expert près la Cour d'appel de Versailles, donc pour des expertises, nous savons faire ça. Les cliniciens du réseau savent le faire aussi. Après, qui d'autre sait le faire? Qui d'autre sait diagnostiquer ces pathologies? Nous avons des médecins généralistes merveilleusement dédiés à leurs patients, qui les connaissent depuis longtemps et qui savent, quand ils les voient arriver, que ça peut être lié au travail, et qui donc écrivent burn-out ou bien harcèlement, se trouvant du coup livrés au Conseil de l'ordre avec des plaintes, car le harcèlement étant un délit pénal, seul un magistrat peut qualifier une situation de harcèlement. Nous avons des psychiatres, certains sont formés aux pathologies du travail, mais pour la plupart, et c'est bien légitime, ils sont sur l'axe des pathologies endogènes, structurelles, donc ils cherchent la faille individuelle. Or, en clinique du travail, nous savons que ce sont nos failles qui nous poussent dans le monde à trouver le travail qui va nous permettre de travailler ces failles infantiles et de devenir de bons professionnels. Je ne suis pas devenue psychanalyste parce que mon enfance a été heureuse. Et donc, dans tous les métiers, vous pouvez trouver une origine infantile. Je vous ai noté dans ce dossier le cas de ce chef de cuisine, fils de commerçant, ignorés, donc comme souvent, les enfants de commerçants, ils sont là, les parents sont présents, mais les parents sont tellement occupés qu'ils ont peu de temps à consacrer à l'enfant, qui développe un ulcère à l'estomac à l'âge de 5 ans. Le médecin généraliste de l'époque, dans sa sagesse, dit « il faut s'occuper davantage de cet enfant, confiez-le à sa grand-mère ». Et c'est dans les jupons et le tablier de cuisine de sa grand-mère que ce petit garçon va apprendre à faire la cuisine dont il va faire son métier plus tard. Il devient un chef connu d'une brasserie connue que je ne citerai pas, s'épanouit dans son métier et vous voyez subvertit la souffrance de son enfance dans ce sentiment extraordinaire d'être utile au monde et de faire plaisir à ses clients tous les jours. Et puis sa brasserie est rachetée en franchise avec d'autres, un nouveau directeur des barques qui met en place du lean management. Donc je vous passe la catastrophe, intensification du rythme de travail, économie, avertissement disciplinaire. Un chef renommé qui reçoit des avertissements par lettre recommandée. Cet homme va donc très rapidement mis à mal dans ce travail qui, vous le savez, nécessite une reconnaissance majeure, va très vite décompenser. Et devinez, qu'est-ce qu'il va faire comme pathologie? Des spasmes oropharyngés. C'est-à-dire que la sphère de l'enfance, fragile, et qu'il avait réussi à consolider par son métier, eh bien, décompense à nouveau. Voulez-vous que je vous donne un dossier? Tenez, vous avez l'histoire du cuisinier dedans. Voilà, alors ce cuisinier, il fait donc un burn-out, puisqu'il faut appeler ça comme ça, je vous en prie. Et il va être soigné en psychiatrie, lourdement, parce qu'il est gravement effondré, parce qu'on n'a pas compris ce qui se jouait du côté du dépassement de la souffrance infantile. Et quand il nous arrive, au bout de 2 ans, j'ai envie de vous dire que c'est un peu grillé l'affaire.
Pour autant, nous allons mettre en route notre méthodologie, réfléchir avec lui à comment rebondir. Et fort heureusement, malgré l'atteinte grave qui est la sienne, eh bien, nous allons pouvoir lui permettre de rebondir sur l'achat d'un restaurant en province avec moins de pression, moins j'ai envie de dire, de certification sur le dos, un travail plus artisanal, et il va pouvoir se reconstruire. Voilà. Moi, je voudrais simplement vous dire que lorsqu'on prend ces gens surmenés à temps, lorsqu'ils viennent nous voir à temps, lorsqu'on fait une vraie prévention primaire, comme on l'a fait par exemple en Suède, où le chef d'entreprise est formé à cette pathologie, où la Karolinska, l'échelle d'auto-évaluation qui est utilisée là-bas, est distribuée régulièrement dans les équipes pour que chacun s'évalue, où on n'en fait pas toute une histoire, ni politique, ni tragique, ni de désignation d'affreux bourreaux et de pauvres victimes, où c'est attrapé de manière pragmatique. Et bien quand un salarié flanche, on l'envoie dans un centre de réhabilitation où il fait de l'understressing, où il récupère une endurance et où ensuite, progressivement, il reprend sa place dans l'organisation du travail. Moi, je rêve qu'on arrive à faire ça dans ce pays sans que le très mauvais dialogue social qui est en place au décours de ces crises sociales qui font convulser ce pays, je rêve qu'on arrive à faire de la vraie prévention primaire. Et que donc les salariés, au lieu de se dire « il faut que je tienne, il faut que je tienne », je ne peux pas m'absenter parce que si je m'absente, je vais laisser du travail à mes collègues. Quand je vais revenir, ils ne me parleront plus. Ou alors je vais retrouver le travail sur mon bureau et je vais être submergée. Et puis que va dire ma hiérarchie ? Et puis, si je dis que j'ai un burn-out, qu'est-ce que ça va faire dans mon CV? Comme si on inscrivait les diagnostics dans les CV. Voilà, donc je rêve d'un pays où les salariés n'auraient plus peur de venir consulter très tôt et où, puisque c'est le cas dans le réseau, nous bénéficions de suffisamment de notoriété pour que les gens viennent nous voir. Lorsque nous les prenons à temps, ils sont arrêtés 1 mois ou 2. Et cet arrêt maladie n'est pas ce que c'est actuellement. On arrête les gens, and so what? L'arrêt maladie est pour nous un temps extrêmement précieux où nos cliniciens se transforment en coordinateurs de protocoles très complexes, contact avec le médecin conseil. Je prends en charge monsieur X qui est atteint d'un syndrome d'épuisement. Voilà les conditions de travail en entreprise. Je vais prendre contact avec le médecin du travail. Nous allons réfléchir à un protocole. Merci de ne pas consolider ce patient. Donnez-nous quelques semaines. Nous prenons contact avec le médecin du travail pour savoir si dans l'entreprise, il y a un retour possible sur le poste, ou bien si c'est grillé et que les conditions sont trop radicalisées. Immédiatement, nous mettons dans la boucle un juriste pour obtenir par tous les biais possibles un départ de l'entreprise. Nous mettons en route un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie, une fois que le patient est en état. Au bout d'1 mois ou 2, généralement, c'est possible. Et nous mettons en route ensuite une formation pour les faire rebondir sur un nouveau poste. Et grâce à ces protocoles, qui sont issus des protocoles de prise en charge de la douleur chronique, institués par le docteur François Bourreau, qui avait créé les premières consultations à l'hôpital Saint-Antoine, où j'ai été formée, nous avons des taux de réussite de 80%. 80% de nos patients retrouvent du travail à des postes supérieurs à ceux qu'ils occupaient avant, mais retournent travailler en étant des salariés avertis de leurs droits et de leurs devoirs. La plupart des salariés qui viennent nous voir ne connaissent pas le L4121. Ils ne savent pas que le chef d'entreprise doit protéger leur santé physique et mentale en termes de résultats. Ils ne savent pas non plus, quand ils réclament à tout prix la reconnaissance en maladie professionnelle de leur burn-out, que s'ils sont reconnus par le C2RMP et qu'ils ne récupèrent pas et ne peuvent pas retourner au travail, nous ne pouvons plus mettre en route l'invalidité 2e catégorie qui pourtant leur permettrait d'être à l'abri financièrement. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi je suis venue vous dire qu'on prend les choses à l'envers. Formons des cliniciens, faisons de la prévention primaire,
mettons sur pied des protocoles pour soigner les gens le plus précocement possible, mais mettre tout le monde en maladie professionnelle ne va rien régler. Et vous savez, les TMS sont classés en maladie professionnelle. Est-ce que ça a empêché cette pandémie de se répandre? Pas du tout. Voilà. Alors, cela fait 2 ans que j'ai été contactée par des chefs d'entreprise du Sud-Est qui eux-mêmes ont fait un burn-out grave et n'ont jamais pu reprendre leur travail, qui sont venus nous voir dans le réseau et le groupe de réflexion que je coordonne, qui est composé de magistrats, d'avocats, d'inspecteurs du travail, qui existe en fait parce que vous connaissez les critères de la faute inexcusable. Il faut que le chef d'entreprise soit au summum des connaissances scientifiques sur les risques. Et donc nous avons créé le site Souffrance et Travail et nous mettons en ligne en temps réel toutes les publications scientifiques sur ces questions. Donc Pascal Bonduit est venu nous voir il y a 2 ans pour nous proposer d'ouvrir un centre pilote de traitement du surmenage. Là-bas, en région, sur les territoires, c'est tout un groupe de salariés qui s'est mobilisé. Des architectes ont fait un travail bénévole après qu'ils aient trouvé le site. Ils ont évalué son état et fait le bilan des travaux à faire, pratiquement pas. Ils ont contacté les élus locaux. Ils ont tenté d'avoir des ouvertures auprès de la Directe, de la CARSAT, enfin des instances locales, sans grand succès. Je dois dire qu'au début, moi-même, j'ai eu le même insuccès. On nous répondait « il ne faut pas fâcher les entreprises en ce moment ». C'est Jacqueline Fraisse, que je connais bien, puisqu'elle a été présente à l'hôpital de Nanterre, qui nous a ouvert les directeurs de cabinet de Marisol Touraine et de Myriam El Khomri, qui ont fait des lettres pour que ces gens du Sud-Est soient reçus à nouveau par la Directe, qui leur a redit qu'ils ne prendraient pas l'initiative de lancer cette affaire. Alors, nous sommes tout un groupe de bénévoles, dont Bernard Gaïssé, qui est directeur de la CMS, la plus grosse association interentreprises d'Île-de-France, André Vainqueur, qui s'est collé sur la constitution d'un dossier. Nous sommes des psychiatres, voilà, et nous essayons de lancer ce centre pilote, ce domaine du Phénix dans le Luberon. Nous avons trouvé le lieu. Le Crédit Mutuel sur place est prêt à nous faire un prêt. Mais nous avons besoin du soutien des politiques pour nous aider à lancer cette affaire, car pour l'instant, les instances territoriales sont frileuses. Elles craignent de prendre des initiatives. Je vous ai donc apporté le dossier. Je pense que si nous avions un centre pilote territorial en région, nous pourrions mettre à l'épreuve nos protocoles de prise en charge, affiner les diagnostics de ce burn-out concept poubelle qui a envahi la presse. Et nous pourrions ensuite le décliner en région, dans les territoires, dans un maillage local extrêmement important et en lien avec le potentiel d'emploi dans les régions. Voilà, je m'arrête. J'ai beaucoup d'hésitation à vous couper, parce que votre exposé est particulièrement passionnant. Non, vous n'avez pas de lien avec l'ANACT sur ce dernier point, justement Alors, l'ANACT, vous le savez, est un organisme paritaire. Je connais bien les gens de l'ANACT, j'avais travaillé avec eux sur les TMS, hein, donc bien sûr, je les connais bien, mais eux font leur action sur le terrain. Et je doute qu'ils aient le financement pour nous aider, ou bien, et puis en plus, ils ne font pas de thérapeutique. Nous recevrions les gens avant qu'ils soient complètement décompensés, ou bien après qu'ils sortent de l'hôpital pour les aider à retourner au travail. Nous ne voulons pas faire un centre de pathologie, hein, mais vraiment un centre de soins et de repos. L'ANACT, dans cette affaire-là, peut nous aider de manière parallèle, mais pas directe. Pour dépister. Gérard Sebaoun, pour quelques questions. Juste pour rebondir déjà sur ce sujet, il me semble que vous mettez là un point qui nous occupe, c'est l'absence, ou en tout cas la modeste participation du ministère de la Santé par rapport à ces sujets, puisque c'est la Direction générale du travail qui les traite. Et on pourrait imaginer, par exemple, au travers de ce que vous dites, hein, puisque apparemment ce type de centre de réhabilitation existe en Suède, hein,
si j'ai bien entendu. C'est peut-être pas la même chose, mais voilà. Donc c'est cette idée que vous défendez, que je ne connaissais pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les ARS, qui disposent quand même de quelques moyens, soient le bras armé d'une expérimentation qui, à mon avis, vous l'avez dit très sobrement, ne va pas contre l'entreprise, mais regarde l'entreprise pour ce qu'elle est, avec son côté extrêmement positif pour beaucoup de salariés et pathologique pour d'autres. Donc ça c'est une première idée, mais ça nous intéressera évidemment de regarder ça et d'essayer de cheminer avec vous. Moi j'ai des questions finalement grossières par rapport à la qualité de votre exposé, mais je vous les pose quand même. Certaines entreprises utilisent volontiers des questionnaires de bien-être. Alors, je vais vous dire... Oui. Voilà. Des questionnaires dont je ne pense pas grand-chose, donc c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que vous pensez de cette... je veux dire, après avoir travaillé sur la définition des RPS, d'avoir donné donc un cadre réglementaire à l'intérieur des entreprises aux RPS, ne pas les avoir reconnus en termes de pénibilité, pour plein de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis 2013, on parle de qualité de vie au travail. Est-ce que ce n'est pas un gros sac dans lequel on met tout et n'importe quoi pour ne pas finalement aborder sérieusement au niveau de l'entreprise, au bon niveau, la multitude de problèmes que vous avez pointés, même si l'entreprise, je le répète encore, parce que je le crois fondamentalement, n'est pas nécessairement pathogène. Alors, j'adhère absolument à tout ce que vous venez de dire. Je crains que cette histoire de qualité de vie au travail ou de bonheur au travail, ne lésinons pas, soit un vaste enfumage qui vise à mettre en place des conciergeries, du repassage de linge, une salle de gym, pendant qu'il n'y a pas de pause, pendant que l'intensification du travail est toujours aussi pathogène et pendant que les femmes ont toujours, si elles partent à 18h, la même réflexion. Tiens, tu prends ton après-midi aujourd'hui. Donc, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, moi, je suis psychanalyste et c'est vrai que les pathologies ne me font pas peur. Forcément, c'est mon métier. Je comprends que cette histoire de la souffrance au travail, tout le monde en est assez. Si nous en avons autant parlé à une époque, si nous avons ouvert nos consultations à la presse, à des documentaristes qui ont fait un travail remarquable, ça n'était pas par souci d'apparaître à la télévision, hein. C'était vraiment parce que nous étions inquiets sur ce qui allait advenir. Et c'était avant les suicides de France Télécom et du Technocentre de Renault. Et donc, malheureusement, les événements nous ont donné tristement raison. Les questionnaires, écoutez, nous avons des chercheurs payés par l'État qui font les enquêtes summaires, qui sont prédictifs statistiquement. Vous vous rendez compte, c'est moi, le psychanalyste, qui suis en train de vous rappeler que l'épidémiologie peut être prédictive et que donc, secteur par secteur, poste par poste, âge, sexe, nous savons précisément que faire travailler des salariés à plusieurs tâches en même temps augmente de 66% le risque de comportement hostile, agressif, dans une équipe de travail. Nous savons très précisément que le manque de reconnaissance au travail augmente chez l'homme de 3 fois le risque de présenter un tableau anxio-dépressif. Faut-il refaire des questionnaires qu'il faudra analyser? On perd du temps, on dépense beaucoup d'argent en audit interne. Non, mais chez nous, ça ne doit pas être pareil. Mais alors, ça sert à quoi de dire qu'il y a des indicateurs chiffrés? Ça sert à quoi de faire des enquêtes épidémiologiques? Donc, je pense qu'il faudrait que là, effectivement, les différents ministères et l'État se positionnent pour rappeler que les chiffres, on les a. Et qu'il est temps de remonter sur les organisations du travail. Et que là, je ne parle pas des grandes entreprises qui achètent leurs organisations du travail très cher ou se les font faire. Je parle de tout ce maillage de petites et moyennes entreprises qui fait la force de la France, qui va acheter du lean management clé en main pour augmenter sa productivité, sans comprendre que le lean à la française n'a rien à voir avec le lean
japonais, que quand il est en place, il fait disparaître les marges de manœuvre d'oxygénation du salarié et que ça entraîne un épuisement de tous. C'est là où il faudrait, comme on l'avait d'ailleurs avec Christophe Dejour dans le rapport sur la violence au travail, et vous vous rendez compte, il commence à dater, proposer ces équipes pluridisciplinaires en région qui iraient aider les entreprises sur le terrain pour leur faire des suggestions. Alors, il y a l'ANACT, oui, bien sûr, qui fait un gigantesque travail. Mais vous savez, en région, il y a beaucoup, beaucoup de forces territoriales et beaucoup d'idées, même chez le salarié lui-même, qui souvent, dans les 11 mètres autour de son poste, c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire pour qu'il puisse un peu respirer et qu'il ne travaille pas en apnée comme il le fait. Alors, la qualité du travail, oui. La qualité de vie au travail, je ne sais pas, je suis dubitative. En tout cas, en tant qu'expert judiciaire, quand vous arrivez devant le magistrat parce qu'il y a eu une catastrophe au travail, ce que le magistrat va demander, c'est votre document unique, la liste des risques, la prévention primaire qui a été mise en place. Si tout ce que vous avez fait, c'est une salle de sport, il y aura faute inexcusable. Donc c'est important de rappeler aux chefs d'entreprise que nous avons des magistrats qui ont ouvert un magnifique boulevard depuis 2002 sur la question de la protection de la santé au travail et que malheureusement, on se retrouve presque dans les conditions historiques d'avant le compromis de 1898, quand l'état de la population française au décours de ces progrès du 19e s'était tellement délabré parce qu'il n'y avait plus assez de protection. Nous avons un peuple français très investi dans son travail, corps et âme, qui en fait fonctionne comme un artisan. C'est comme ça, c'est l'âme et le génie français, et je pense que Jean-Claude Delgenne a dû vous le dire, nous avons ça en commun, de constater sur le terrain cet investissement du salarié français. Il n'a pas la vision pragmatique du travail des anglo-saxons. Il s'y joue quelque chose de son identité, voilà. Il ne faut pas brader ça, parce que c'est dans ce génie-là que nous aurons les solutions pour sortir de notre crise nationale. Et les gens qui craquent en premier ne sont pas, contrairement à ce que peuvent penser les chefs d'entreprise ou les psychiatres les plus fragiles. Nous les appelons les salariés sentinelles. Ce sont ceux qui ont les valeurs d'exécution du travail les plus puissantes et qui donc n'acceptent pas du tout de brader la qualité en intensifiant le travail. Nous avons reçu un jour à la consultation un massicoteur, on pourrait dire un massicoteur, on ne voit pas trop ce qu'il fait d'intelligent dans son travail. Il a des poignées attachées, il met du papier et la machine coupe. Eh bien, cette petite entreprise de 12 salariés connaissait une belle croissance. Ayant peur d'embaucher, le patron a intensifié leur travail. Et le chef d'atelier a donc augmenté le rythme. Et un jour est arrivé ce qui doit arriver, votre geste de travail, si magnifique soit-il, si on vous le fait faire trop vite, vous le ratez. Et donc le massicoteur a raté l'engagement de la rame qui est sortie, coupée un peu de travers. Il s'est tourné vers son chef d'atelier et a dit « il faut que je la refasse. C'est pour monsieur machin, c'est un vieux client, on a toujours envoyé du boulot nickel. » Et le chef d'atelier, lui-même sous pression, lui a dit « non, non, c'est le service après-vente qui va gérer la plainte du client, on n'a pas le temps, on en a trop en attente. » Voilà. Quand le travail, ça devient ça, le salarié français tombe malade. Donc si vous voulez soigner les Français au travail, il faut soigner le travail, effectivement. Pardonnez-moi. Vous avez émis plusieurs références à l'ergonomie également, en fait, qui a pas été, le mot n'a pas été prononcé, mais qui est une science qui se développe probablement parce que le besoin s'en fait sentir. Vous avez évoqué aussi l'arbre des causes sur les différentes conséquences, et y compris sur les conséquences en psychopathologie et en santé mentale dans l'entreprise, qui, il faut le rappeler, est la première cause d'arrêt de travail en France. Est-ce que vous ressentez une évolution positive dans ce sens, justement, donc positive en matière de prévention, en matière de prise de conscience? Vous avez beaucoup de contacts cliniques avec les patients.
et vous avez aussi par ailleurs beaucoup de contacts avec les organisations et les chefs d'entreprise et les directions et le management. Est-ce que depuis, vous avez évoqué les lois de 2002, est-ce que depuis l'ANI de 2008, est-ce que vous avez senti des changements? En gros, est-ce que vous êtes optimiste, puisque nous avons des outils qui existent. Ils existent, ces outils. Est-ce qu'il en faudrait d'autres, ou est-ce que vous êtes optimiste sur une volonté de mieux les utiliser et plus efficacement, quoi qu'il en soit? Alors, je suis très optimiste, hein, de nature. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce réseau. Moi, je fais ma part là où je suis. Donc, j'ai créé les consultations qui n'existaient pas, le certificat de psychopatho qui n'existait pas, le questionnaire sur le surmenage que les patients n'ont pas peur de remplir parce que les questionnaires Maslar ne sont pas très, très au point. Donc je voudrais pouvoir vous dire que je suis optimiste sur la situation. L'enquête Sumer ne l'est pas, le constat s'aggrave. Et ce qui ne me rend pas optimiste, c'est bien évidemment la place des nouvelles organisations du travail qui s'édifient à un niveau macroéconomique et qui se mettent en place au-delà du terrain. La seule piste que nous pourrions suivre sur le terrain, c'est qu'effectivement, si nous avions tous ces ergonomes de langue française que nous savons former dans le pays sur la question du travail réel, si nous en avions dans les entreprises depuis toujours, et si on les écoutait sur ce qu'ils ont à dire sur le poste de travail, la cadence, ce serait formidable, on aurait moins de soucis. On voit bien que c'est avec réticence que les entreprises investissent de ce côté-là. Et même dans le cadre de la pluridisciplinarité qui se met en place dans les services de santé au travail, ça peine, hein, et c'est laborieux, et on voit même de drôles de formations se mettre en place où c'est la sophrologie qu'on propose aux médecins du travail. Donc voilà, il y a partout un manque de pragmatisme, de bon sens, mais moi j'ai envie de vous dire que le travail réel est tellement invisible. Il est mis en invisibilité par les organisations du travail, qui pensent que la procédure et la fiche de poste disent tout du travail à effectuer. Il y a par ailleurs en France, notamment dans les grandes écoles, un mépris pour le salarié qui est attristant. Pour avoir donné des cours dans les grandes écoles, voilà, il faudrait rappeler à ces jeunes gens qu'eux-mêmes peuvent être très très gravement victimes de surmenage et que quand un cadre supérieur fait un AVC, l'entreprise va lui dire au revoir et il sera hémiplégique jusqu'à la fin de ses jours. Surtout si c'est une femme et qu'elle a des enfants à élever. Donc, en fait, les gens ne s'intéressent à tout ça que quand ils ne vont pas bien. Est-ce qu'il y a assez de gens qui ne vont pas bien pour que nous nous intéressions tous à cette affaire? Je crains qu'il y ait encore des tentatives de voiler la situation. Il y a beaucoup d'entreprises où ça va bien, même si c'est fatigant, des collectifs de travail sains, des managers qui sont là en soutien, c'est certain. Mais quand même, dans beaucoup d'endroits se sont mis en place des moyens de faire partir les salariés qui sont indignes. Et nous aurons l'année prochaine le procès France Télécom pour tristement nous le rappeler. Voilà, il faut continuer à lutter contre tout ça, judiciariser la question du travail. Si on ne peut pas faire autrement, c'est tout ce qui nous reste. Mais quelle tristesse! Cela veut dire que beaucoup de choses n'ont pas été comprises en amont. Et notamment la centralité du travail, non seulement pour la pacification individuelle de chacun d'entre nous, mais pour la pacification de notre société. Regardez les violences dont notre France est agitée avec le taux de chômage que nous avons. Pour moi, c'est une cause nationale à bien des niveaux. Et donc, il est temps que nous tous nous collions sur cette affaire. Comme un seul homme et comme une seule femme. Il est temps, hein, parce que je ne pense pas que ça va s'arranger. Je ne pense pas que les organisations du travail qui ont été mises en place puissent se décorseter. Le dispositif de l'infirmière n'a pas été enlevé du mur de la Pitié-Salpêtrière, il est encore en action. Les syndicats n'y font pas attention, la cadre infirmier dans ses réunions, elle ne le voit pas, et l'infirmière, elle fait avec, parce que l'urgence, c'est le pansement. Vous savez, pour penser ce qui se passe dans le monde du travail, il faut du temps. Il faut du temps pour penser. Il faut que nous prenions le temps de penser
le travail dans ce pays. Le temps de penser est incontournable. Le temps de modifier ce qui se passe dans l'entreprise, c'est un temps qu'il faut que le chef d'entreprise accepte de prendre plutôt que de mettre en place du papier cadeau, quelle que soit sa jolie couleur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, bien sûr, on pourrait continuer. J'imagine qu'on aurait l'occasion de faire durer le débat. Je vais donner la parole à Denis Robillard. Je prends la parole parce qu'on me la donne, mais honnêtement, on aurait besoin d'un peu de temps de réflexion aussi pour poser les bonnes questions, parce que ce que vous dites est plus qu'intéressant. Mais justement, peut-être que ça nous dépayse au point qu'on ne sait plus poser les questions. Alors, j'ai envie, puisque dans les outils dont on dispose aujourd'hui, prenons les CHSCT, il y a la sécurité qui est... Alors, évidemment, les questions dont on parle sont complètement liées à la sécurité, mais il y a aussi la question des conditions de travail, qui là est sur du long terme, etc. Est-ce que vous pensez que le dispositif, les CHSCT aujourd'hui, investissent suffisamment, pas simplement sur les questions de sécurité, mais également sur les questions de conditions de travail et sont en mesure de suivre sur la durée cette question? De gens. Souvent. Magnifique dispositif. Encore faudrait-il que les membres de CHSCT soient formés. Vous savez, dans le jugement du technocentre de Renault, il y a une conclusion de la magistrate assez extraordinaire. Si Renault a été condamné, c'est parce que Renault, qui avait mis beaucoup de moyens dans cette affaire, n'avait pas mis en place une organisation du travail permettant la coopération des acteurs de prévention. Comment voulez-vous que des acteurs de prévention coopèrent s'ils n'ont pas une méthodologie commune, des catégories de pensée communes, une vision du travail commune et d'ailleurs une théorie du travail. C'est quoi le travail? Donc il faut former les gens. C'est extrêmement important de commencer par ça. Les outils, on a les chiffres, alors arrêtons les audits. On a des méthodes d'entretien. On a les arbres des causes que les ergonomes font très très bien. On a des enquêtes. Et vous savez, quelquefois, ça tient à peu de choses. Je vous donne un exemple très court. 2 ateliers de découpe alimentaire, où chaque salarié découpe l'aileron droit du poulet toute la journée. L'horreur, l'usine à TMS. Dans un atelier où chacun a sa charlotte, sa blouse, avec une température atroce, un chef d'équipe laisse les salariés mettre des Walkman sur les oreilles ou discuter entre eux, parce qu'il sait que c'est une tâche répétitive, monotone, et que c'est source de troubles musculo-squelettiques. Du coup, l'appareil mental peut un peu s'évader par la musique ou bien par la discussion. Dans un autre atelier, c'est du lean pur et dur, et donc le chef d'atelier interdit de parler, de discuter et d'écouter de la musique au prétexte que ça déconcentre. Et bien sûr, il y a 10 fois plus de TMS dans le second atelier que dans le premier. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on peut tout empêcher, mais si on remet du travail humain dans cette affaire, si on laisse les salariés dire dans quelles conditions ils travailleraient mieux, si on les écoute, généralement, ils ont la solution. Alors j'entends ça, j'ai envie de vous poser, peut-être pour terminer aussi, parce qu'il faut que certains d'entre nous, on va aller au 14 juillet, qui parfois se célèbre le 13. Bon, vous avez évoqué la question en posant comme telle, qui peut diagnostiquer, et en pointant les qualités des généralistes, et en disant à propos des psychiatres qui avaient tendance à chercher la faille individuelle. Bon, donc de ce point de vue, est-ce que dans les formations des professionnels de santé, il y a une amélioration, il y a quelque chose à faire, et quoi? Puis alors j'ai une deuxième question, dont je ne sais pas exactement comment la poser, mais c'est que une partie des réponses qui sont données à ce que nous avons appelé, en prenant le terme commun, burn-out, est faite par une série d'arrêts de travail qui se termine par un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat. Bon.
qui pour moi est un échec complet. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce que le médecin du travail, qui est face à une organisation déterminée avec les moyens qui sont les siens, peut faire d'autre. Et donc je voulais d'abord avoir une confirmation si cette pratique, qui me semble existe bien, et ensuite de savoir comment le médecin du travail, dans le service de la médecine du travail où il se trouve, peut-être plus rarement dans l'entreprise où il se trouve, aurait les moyens de faire autrement. Pas faire tout seul, hein. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'entreprise prévus par la loi. Il faut que ces acteurs coopèrent. Et faute de cette coopération demandée par les magistrats, depuis l'arrêt du technocentre, rien n'est possible. La tragédie du monde du travail, c'est l'isolement et la solitude. Donc un médecin du travail qu'on n'écoute pas, qui fait sa fiche annuelle et montre l'augmentation des pathologies, mais à qui on ne permet pas de remonter véritablement sur l'organisation du travail pour donner des suggestions, pas pour se substituer au chef d'entreprise, c'est un médecin du travail qui sera mis dans l'impasse. Heureusement qu'ils peuvent encore faire des inaptitudes. Moi, ce qui me soucie avec la nouvelle loi, c'est que si j'ai bien compris, il n'y aura plus de visite d'embauche, que le salarié verra le médecin du travail tous les 4 ans, ce qui laisse plein de temps pour être embauché, faire son burn-out, être sorti de l'entreprise d'une manière ou d'une autre, sans avoir vu le médecin du travail. Et là, on est dans une zone aveugle qui va, je le crains, augmenter les passages à l'acte suicidaire. Car il faut que vous sachiez que nous avons une classification des suicides au travail, et qu'à côté des suicides rouges, qui sont ceux des suicide où le salarié se dit « je vais me tuer », puis après, quand même, on va faire quelque chose. Généralement, on ne fait rien, mais bon. Vous avez ce qu'on appelle les suicides blancs. Vous savez, des gens viennent nous voir en disant « vous m'avez arrêté, donné des somnifères, des antidépresseurs, je n'arrive pas à ralentir. J'appuie sur le bouton off là et ça ne marche pas. Mon corps ne répond plus. » C'est pour ça que je vous dis que ce sont des processus neurophysiologiques dans lesquels nous sommes, comme dans la douleur chronique. Quelque chose s'est emballé qui ne peut plus s'arrêter. Et donc ces gens-là n'arrivent pas à se reposer. Et certains nous dit « je vais me tuer », pas parce que je n'aime pas la vie, parce que je veux dormir. C'est Michael Jackson se faisant injecter du propofol, une drogue d'anesthésie, pour arriver à dormir 1 heure. L'organisme peut être poussé dans de tels excès de vitesse que nous n'avons plus la main dessus. Voilà, c'est à ça que nous nous affrontons maintenant. Et des outils, il y en a. Simplement, chacun d'entre nous les détient de sa position professionnelle. Nous avons la chance dans le réseau de savoir travailler en pluridisciplinaire parce que nous savons travailler avec des avocats, des magistrats, les médecins conseils, et nous le devons encore une fois au travail de François Bourreau, à qui je veux toujours rendre hommage parce qu'il a fait beaucoup pour la douleur chronique dans ce pays. Mettons ça en place, une vraie coopération de ces outils, mettons ces outils en commun au lieu d'en avoir peur et de se dire que ça va aggraver l'état des entreprises. Non, des salariés en bon état sont des salariés qui travaillent bien. Gérard. Moi, j'ai une question extrêmement pratique que vous avez induite dans votre exposé. Vous avez dit, je vous cite, une lettre interne des médecins conseils propose de classer en accident du travail les états de stress aigu, ce qui n'est pas une pratique habituelle jusqu'à preuve du contraire, en tout cas pas de ce que je connais. Est-ce que vous pensez que ce simple fait pourrait être extrêmement popularisé auprès, en tout cas, de tous les services ou de toutes les entreprises qui devraient, enfin, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, au moins auprès des services de santé au travail? Ça c'est ma première question. La seconde, c'est au travers de votre exposé au sens large. Comment est-ce qu'on peut encore imaginer, alors que le profit, finalement, est la sanction d'une entreprise qui va bien, comment est-ce qu'on peut imaginer que des cerveaux si bien formés à la tête d'entreprises moyennes ou importantes n'aient pas encore compris que l'impact négatif d'une organisation délétère était juste
à la fin un coût économique parce que ça a déjà été prouvé. Comment est-ce que vous interprétez ça? Alors, sur votre première question, cette lettre réseau est arrivée à une époque. Après, les médecins conseils, ils changent dans les centres, ils ne restent pas, ils tournent malheureusement beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut plus les joindre et que ça complexifie nos prises en charge. Beaucoup, il y a des caisses régionales qui appliquent des politiques extrêmement raides. Voilà. Donc il faudrait généraliser ce dispositif parce qu'il est excellent, surtout qu'encore une fois la reconnaissance en AT sans arrêt maladie irait bien au cadre, mais permettrait de rapatrier dans l'entreprise l'étude de l'arbre des causes de cet AT. Je fais beaucoup de formations en entreprise avec le docteur Nicolas Sandré qui a coordonné l'enquête SUMER. France Télévisions, tout ça, ce sont des mécanismes qui passent bien dans les grandes entreprises et les managers et les membres de CHSCT s'en emparent. Ce qui fait que c'est vrai qu'à la fin de l'année, le médecin du travail peut dire, écoutez, dans tel service, il y a eu 15 ESA, il serait peut-être temps de remonter. Voilà, c'est un très bel outil. Vous savez, il faut tricoter des outils de terrain avec les ficelles que nous avons. C'est pas la peine d'en créer de nouveaux. C'est un très joli dispositif qu'on pourrait généraliser. Encore une fois, avec ou sans arrêt maladie. Mais ça ouvre la manière de transformer de l'individuel en collectif. Après, j'ai oublié votre deuxième question. Rappelez-moi juste le sujet. Je disais, c'était une boutade. Comment des cerveaux si bien formés dans nos grandes écoles ne voient pas l'intérêt de l'impact économique de travailler les sujets dont nous avons abondamment parlé? Je crois que je ne l'ai pas oublié pour rien, cette question-là. Je suis toujours sidérée que dans les bureaux de méthode, on pense que la procédure de travail va tout régler du travail. Sur le terrain, celui qui travaille se coltine le réel et donc tous les jours, il sait qu'il doit rajouter beaucoup de choses à la procédure pour que le travail se fasse. Et ça, je pense que c'est une zone aveugle majeure dans les directions d'entreprise où on n'a toujours pas compris que cette question du travail réel était entre les mains des salariés et pas entre les mains des décideurs. Voilà. Et puis on est beaucoup dans si celui-là craque, il y en a 10 devant la porte qui pourront le remplacer. On est dans un cynisme ambiant un peu attristant. Oui. Oui, un peu attristant, ça vient de tempérer cet optimisme, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Mais, Denis, tu voulais prendre la parole, tu dois y aller. Oui, vous avez beaucoup évoqué la question de la formation, effectivement. Et là, on pourrait mener un arbre des causes peut-être aussi sur l'action publique. En gros, quand on parle de la formation des managers, les grandes écoles forment des nouveaux entrants sur le marché du travail, pas des généralistes. Et qu'est-ce qu'on attend de jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail après une formation en management? C'est des spécialisations afin qu'ils soient opérationnels tout de suite. Et donc c'est peut-être une clé sur les formations tout au long de la vie, justement. Deuxièmement, on est souvent en recherche, et vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en recherche de solutions juridiques et normatives, et vous parlez au fond beaucoup de bonnes pratiques et de méthodologie également. D'où la difficulté de les mettre en œuvre, parce que le partage des bonnes pratiques n'est pas une injonction légale. Et enfin, il apparaîtrait aussi que la survenue de ces troubles, des syndromes donc d'épuisement professionnel, serait quand même liée beaucoup plus aux relations de travail. Ça ne veut pas dire que ça ne met pas en cause l'organisation du travail, qui est liée, mais les relations de travail sont beaucoup en cause, et on a beau diminuer le temps de travail, ça n'y fait rien aux relations de travail, forcément. Voilà, on a beau donner de l'autonomie, et le maximum d'autonomie parfois produit d'autant plus de syndrome d'épuisement professionnel, par exemple, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de personnes qui sont capables de magnifiques pratiques cliniques quand le mal a été fait. Par contre, en matière de prévention, c'est beaucoup plus complexe. Alors, Christophe Dejour, Yves Clos ont fait de magnifiques
actions dans des entreprises et montrent bien que quand on peut revenir sur le travail réel, les choses s'améliorent. Vous parlez d'autonomie. S'il s'agit de transformer chaque salarié en auto-entrepreneur de lui-même, on sait que c'est la source de nombreux suicides, car se fixer à soi-même ses objectifs, c'est devenir son propre chef d'entreprise et son propre salarié, dans une injonction paradoxale qui peut devenir terrifiante à un moment donné et entraîner des passages à l'acte. Les relations de travail sont profondément liées à la tension de l'organisation du travail. L'enquête Sumer le montre bien. L'enquête Sumer montre bien que le salarié attend essentiellement d'avoir le temps, les moyens et les effectifs pour faire correctement son travail. Donc l'essentiel de la problématique est autour des conflits éthiques pour bien faire son travail et pouvoir se reconnaître dans la belle ouvrage qu'on a pu accomplir. Mais encore une fois, quand toute cette problématique est au plus juste d'une macroéconomie et que les décisions qui sont prises sont des décisions qui se font dans les bureaux de méthode sur des reportings et qu'il s'agit d'enlever la ligne comptable. Moi, j'ai vu par exemple dans de grandes entreprises où j'ai fait des formations, 3 pages sur la convivialité à réinstaurer, et 10 pages plus loin, un paragraphe sur la suppression de la galette annuelle, probablement parce que c'était une ligne comptable à faire gicler et que c'est simple. Je pense que la grammaire financière est celle qui est utilisée pour décrire le travail. Or, le travail humain, avec sa sensorialité, son honneur, l'engagement du corps, ne se plie pas à la grammaire financière, nécessite d'autres outils que les sciences du travail tiennent très très bien. En même temps, je comprends la complexité pour un chef d'entreprise. Mais je voulais vous dire qu'actuellement, dans les consultations, c'est le top niveau des entreprises que nous recevons. Moi, depuis 4 ans, ce sont les DAF que je reçois, les directeurs d'hôpitaux, les secrétaires de CHSCT centrales. Donc, c'est le niveau des entreprises qui, pendant des années, a accepté d'augmenter la pression en se disant « je sauve des emplois, je sauve ce qui reste de ma boîte, de mon hôpital, de ci, de ça ». C'est eux, maintenant, qui craquent. Et ce n'est pas bon signe. Proportionnellement, c'est une réalité pour vous. C'est une réalité. Nos consultations sont un observatoire extraordinaire de ce qui se passe sur le terrain. 130 consultations, c'est un symptôme, pour moi, ce n'est pas une réussite. Je ne peux pas être fière de ça. S'il y a 130 consultations souffrance et travail depuis 20 ans, c'est que ça ne va pas bien. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'on puisse les faire disparaître. Cela voudrait dire que le travail est redevenu un lieu d'émancipation et d'accomplissement. Madame, vous avez des statistiques, évidemment, de ce réseau et de... Oh là là, comme j'aimerais pouvoir vous dire tout ça. Je conduis ce réseau bénévolement. Je conduis le site bénévolement. Oui, c'est vrai. Nous n'avons aucun financement. Vous voyez le site, là, le domaine du Phénix, je viens vous voir pour vous en parler. Si l'ARS pouvait nous aider en comprenant que ça fait économiser 2 ans d'arrêt maladie que de soigner les gens à temps, ce serait bien. Voilà. Non, je n'ai pas d'outils, je n'ai pas de moyens. Je fais des formations pour financer les webmasters du site et pour financer... C'est pour ça que je parlais de partage de bonnes pratiques tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des solutions évidentes. Ouais. Tout est en ligne sur notre site en accès libre. Nos diaporamas sont... on peut les enlever, y substituer. Je veux dire, nous faisons cadeau de ce que nous avons découvert à toutes les entreprises. C'est notre participation au bien collectif. Je vais peut-être pas me poser ma question, mais l'ensemble des centres qui participent du réseau, ces centres-là ont des statistiques du nombre de consultations qu'ils donnent, etc. Oui, ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des services de pathologie professionnelle, mais ils ne le sont pas tous. Ils ne le sont pas tous. Voilà. Après, il y a les consultations libérales, les médecins, etc. Et j'allais vous poser une question complémentaire, mais peut-être hors micro, mais je vous la pose quand même parce qu'elle n'a pas de secret. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait... Nous n'avons pas, nous, la même casquette tous les deux, un juriste, un médecin. Nous pourrions assister, évidemment, dans le cadre confidentiel, à ce qu'est une pratique du quotidien d'un centre parisien, par exemple,
Bien sûr, nous l'avons fait à une époque. Nous avons des stagiaires en formation dans toutes les consultations. Il n'y a aucun problème, vous me contactez et vous pouvez aller dans n'importe quelle consultation, bien sûr. Je pense que vous serez reçu et que vous y verrez in vivo la manière dont nous travaillons et dont nous donnons aux salariés dans des entretiens très longs, 2 ou 3 heures, la possibilité de comprendre qu'ils ont bien travaillé. Et que quelquefois, malheureusement, c'est un peu pour ça qu'ils ont été licenciés. Vous avez une surface numérique importante, vous êtes très présent sur Internet, au travers du site Souffrance et Oui, nous Travail. avons beaucoup de connexions. Oui, vous avez beaucoup de connexions, à la fois de salariés, d'étudiants, donc c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes, justement, de salariés, ou non, parce qu'il y a les salariés d'un côté, puis il y a les professions libérales aussi, les travailleurs indépendants qui n'ont pas de CHSCT, qui n'ont pas de médecin du travail dans leur petite organisation, et qui peuvent entendre parler de vous et qui vous contactent justement par Internet ou en vous téléphonant de façon anonyme en disant j'ai un problème. Je crois que vous avez une expérience particulière là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Ils nous laissent des messages sur le site et nos 2 webmasters bénévoles me renvoient immédiatement les mails. Ils sont sur le pont 24 heures sur 24. Et jeudi dernier, j'ai reçu chez moi à 20h30 un SMS sur mon portable du secrétaire d'un CHSCT d'un hôpital que je ne citerai pas, qui me disait « Nous en sommes au 3e suicide d'infirmier dans notre hôpital. Madame Peuzé, je ne sais plus quoi faire. » Alors, moi, je pense que quand on en est rendu à envoyer un SMS à Marie Peuzé un soir, quand on est secrétaire de CHSCT, que dans cet hôpital, il y a une consultation de patho-pro, qu'on connaît tous les acteurs qu'il y a, et qu'on pense que Marie Peuzé, la grotte de Lourdes, va faire des miracles, c'est que ça va pas bien. Vous avez un réseau de psychologues qui travaillent également avec vous dans le cadre de Souffrance et Travail, je pense, qui est important. Les 130 consultations, ce sont les 130 consultations, ce sont tous les auditeurs du certificat de psychopathologie du travail que nous avons formés. Qui sont psychologues cliniciens. Cliniciens. Alors, et du travail, voilà, les deux. Ils sont psychologues de toute façon. Ah, il faut être formé de manière très pointue, oui. Ce sera peut-être la dernière question, sauf si le président en a d'autres, mais tout à l'heure, nous avions une psychologue praticienne, et c'était intéressant d'avoir son expérience. Et je lui posais la question, je voudrais vous poser celle-là. Est-ce que vous pensez que la présence de psychologues du travail dans les entreprises est quelque chose d'utile? Est-ce que ça pourrait se développer, ou est-ce qu'au contraire, il y a une espèce de conflit potentiel, je dirais, d'intérêt entre le salarié et l'entreprise, pour peu que ce psychologue soit ou non salarié aussi de l'entreprise? Pardon, le membre de CHSCT est salarié par l'entreprise, le médecin du travail peut être salarié, il faut arrêter de se prendre la tête avec tout ça parce que c'est comme ça. On en embauche beaucoup des psychologues du travail. Beaucoup, beaucoup dans les hôpitaux notamment et dans les entreprises. Ils peuvent à la fois faire des entretiens individuels sur la clinique de l'activité ou bien des interventions collectives dans les différents services. Oui, c'est une très bonne piste. Alors, je suis psychanalyste, non pas que je dise que la psychologie clinique traditionnelle ne soit pas la bonne, mais vous savez, c'est bien si l'hystérique peut travailler, c'est bien si le grand obsessionnel peut travailler, c'est bien si le schizophrène soigné peut travailler, et heureusement, il y en a plein qui travaillent. Et quand on décompense, c'est toujours dans sa lignée structurelle. Donc, c'est pas tellement ça qui est important, d'aller chercher quelle est la structure, c'est en quoi le travail nous permet de conserver notre santé, notre utilité au monde et notre place dans la société. Et ça, il faut le préserver. Donc, il faut des psychologues qui aillent soigner le travail, plutôt que des psychologues qui aillent faire des diagnostics de structure. Et encore une fois, dans nos consultations, après le premier temps de prise en charge, nous allons sur la structure psychique et les conflits que toute cette affaire-là a pu générer. Mais les gens que nous voyons retournent au travail et on les suit pendant des années. C'est notre particularité. Mais dans le premier temps, c'est vraiment la question de
Est-ce que ce salarié peut retourner sur ce poste-là? Voilà. Et pour ça, il faut des gens qui coordonnent tout un arsenal de stratégies médico-administratives, d'acteurs qu'on met dans la boucle. Si on ne parle pas au médecin conseil, il ne sait pas ce qu'on fait avec le salarié. Si on ne parle pas au médecin du travail, on ne sait pas ce qui se passe dans l'entreprise. Si on ne communique pas avec le médecin traitant, on lui enlève son patient. Il faut apprendre à travailler collectivement et ça, c'est la marque de fabrique des auditeurs du certificat de psychopathologie du travail, qui pour l'instant est le seul en France. Il faudrait aussi le décliner et le faire remonter dans la formation médicale, bien sûr. L'heure tourne malheureusement. Oui, c'est passionnant le travail, vous avez vu. Oui, bien sûr. Sur la question de la formation, justement, il y a quand même de plus en plus de masters 1 et 2 de psychologie du travail ou d'intervention psychosociale, sur des masters de psychologie, précisément, qui n'ont jamais été aussi nombreux que maintenant. Donc ça signifie tout de même qu'il y a un fort intérêt de la part des étudiants, une conscience de débouchés professionnels aussi, probablement, et un besoin de la part des entreprises. Est-ce que vous le ressentez vous-même, ça? Oui, puisque quand nous avons démarré le CS30 il y a 8 ans, nous avions essentiellement des médecins du travail. Nous avons 150 candidats, nous n'en prenons que 50, ce qui est déjà énorme. Et maintenant, nous avons des DRH, des membres de CHSCT, des chefs d'entreprise, des enseignants. Nous diversifions beaucoup les auditeurs que nous choisissons, ne serait-ce que parce qu'ainsi, des corps de métier qui ne se croisent pas se rencontrent pendant toute l'année de formation. Donc oui, bien sûr, tout le monde. Ça aussi, c'est une spécificité française, cette passion pour la recherche sur le travail, elle n'existe pas ailleurs. Il n'y a que chez nous qu'on voit autant de livres et autant de fiction, de télévision ou de cinéma sur la question du travail. Ça, c'est la France. Bien, Madame Peuzet, nous vous remercions merci à vous. Chaleureusement d'avoir répondu si vite et de nous avoir offert ce moment.